Bonjour Alessandro, je suis Jacques Variengien, Bonjour. rédacteur du web journal Lortie. Et aujourd'hui, on vous a invité pour parler d'écoféminisme et à partir de votre expérience de terrain. Voilà, je vous laisse vous présenter, Alessandro. OK. Alors, moi, je suis anthropologue de formation. Donc, j'ai eu le privilège de faire toutes mes études dans le supérieur dans cette filière, donc à partir de la licence. Donc, j'ai complété ma licence de mon master et j'enchaînais avec un doctorat, voilà, toujours dans ces socles, l'anthropologie sociale et culturelle. Donc l'écoféminisme rentre à plein titre dans mon expérience de thèse que j'ai menée en 3 ans. En 3 ans plan. Et voilà, au tout commencement, je tiendrais à commencer par ça parce que ça me semble intéressant que les auditeurs connaissent la manière dont je me suis cheminé vers cette thématique, en fait. Donc, au tout départ, je ne l'avais pas pris en compte du tout dans mes recherches. Voilà, donc c'était la nébuleuse générale au tout début parce que je n'avais même pas je n'avais même pas envisagé tout de suite après mon master de commencer d'attaquer un doctorat. Donc je savais que j'étais intéressé dans un certain contexte urbain parce que c'est au milieu des banlieues, des cités des banlieues que j'avais effectué la plupart de mes recherches avant. Donc je savais que c'était là-bas que je devais viser mes futures recherches. Par contre, voilà, l'écoféminisme, dès le départ, j'avais des préoccupations d'écologie, c'est vrai, et d'écologie populaire, Ouais. entre guillemets, celle qu'on pourrait appeler l'écologie populaire, donc un certain rapport à l'environnement en termes de durabilité, voilà, qui se passe loin du centre d'une métropole, par exemple, mais l'écoféminisme, je l'aurais découvert chemin faisant. Mm. Voilà. Et c'était, à vrai dire, au lieu de l'approfondir par des lectures euh, thématiques, c'est d'abord sous le terrain, en fait, sous le terrain vraiment sensible, que j'étais lentement imprégné de cette mouvance et que j'aurais remarqué donc petit à petit qu'il s'agissait bien d'écoféminisme. Mm. Et donc, j'ai bien de quelque façon comment dire, donné hommage à la démarche scientifique de l'anthropologie à partir de l'ethnographie qui s'est fait vraiment sous le terrain, en fait, sur un terrain très en contact avec les gens, voilà. Et en évoluant avec eux, avec elles, Mhm. avec une présence majoritairement féminine dans mon cas, et c'est bien sûr la clé de voûte pour comprendre les dynamiques d'écoféminisme avec lesquelles j'aurais évolué sous le terrain. Voilà. Voilà. Parce que là, c'est un écoféminisme en acte. C'est pas de la théorie, là, hein. Vous avez observé des femmes qui faisaient, Oui, hein, oui, c'est ça, hein. tout à fait. Tout à fait. Oui, pour vous dire, c'était vraiment des actions très, très concrètes qu'après j'aurais mieux compris dans la théorie, mais c'est vrai qu'au début, j'ai passé par un contexte qui était euh, très féminin, justement, d'une certaine, comment dire, une certaine, on va pas dire catégorie, mais on va dire où les membres les plus représentatifs, c'était des femmes des riveraines de ces quartiers qui s'appelaient les Mas du Taureau, à Vont-Velin, donc Ouais. dans la cité vaudaise. Voilà, donc des femmes qui se regroupaient entre elles au nom d'un souci écologique de proximité pour miser aussi au long terme sur les changements de l'espace des quartiers de proximité. Donc, il y avait des actions tout à fait en lien avec cette écologie en acte et avec très peu de théorie. Voilà. Ouais. Donc,
Oui, C'est plus. parce elles se pensaient comme des écoféministes ou pas du tout, finalement. Alors, j'avouerai que le terme écoféminisme explicitement n'a jamais été prononcé, Ah, d'accord. n'a jamais été prononcé. C'est, on va dire, c'est même en fait les sujets tels que tels posés donc d'écoféminisme, je l'aurais compris comme une donnée de la recherche. Mais, mais bien sûr, dans ses dynamiques factuelles, il s'agissait bien d'écoféminisme pour plusieurs raisons. Et en fait, c'est vrai que pour comprendre cet écoféminisme, il y a eu quand même depuis le début des signes, des indices au niveau de paroles, au niveau des discours qui m'ont fait penser à cela. Par exemple, je partirais peut-être par ça comme premier témoignage. Je me rappelle bien, à plusieurs reprises d'ailleurs, cette expression tout est relié. Donc, je me rappelle, j'étais à un moment donné avec une femme, une des riveraines adhérentes, bénévole, comme la plupart des femmes que j'ai côtoyées. Voilà, donc aux prises avec donc la préparation d'un repas partagé avec, de la nourriture locale, voilà, de la culture vivrière locale. Et du coup, je me rappellerai toujours, à un moment donné, elle a dessiné un grand arc avec sa main, avec son bras, en disant, ici, Alessandro, tout est relié. Et bah, il me semblait qu'elle m'avait très bien expliqué. Oui. Alors ça, il faut dire que c'est un concept de base de l'écoféminisme, de dire que tout est lié, Mm. hein, notamment la relation entre la Terre enfin l'analogie entre la Terre et les femmes, c'est le même, entre guillemets, c'est le même combat. Oui, oui, Hein. Ça, c'est oui. un concept de base de l'écoféminisme. Sans doute, oui. Oui, ce lien, ouais, ce lien profond est toujours renouvelé d'ailleurs, qui n'est pas une donne fixe. Alors, comment l'expliquer? Par le fait que, il y a même le fait de l'inventivité qui prend son importance dans le contexte du fait que bah, la terre, la nature était à chaque fois réinventée dans les recettes en fait et dans les actions qu'on faisait. Il s'agissait d'ateliers de composition des recettes culinaires Ouais. qui étaient très riches en termes de recettes elles-mêmes, d'inventivité, voilà, de la part de ces femmes. Et d'ailleurs, moi aussi, évidemment, j'ai contribué, je prenais place comme un pion parmi d'autres Ouais. dans la préparation collective. Et voilà, donc un lion qui est, on va dire, culturalisé pour utiliser le langage classique de l'anthropologie, donc la relation entre nature et culture. Et, et en fait, oui, ce qui s'est passé, c'était que donc, cette question de la nature était vraiment vécue de manière intense à travers les actes de ces femmes et leur savoir-faire, surtout qu'elles transformaient en actes, c'est-à-dire Ouais. tout l'arsenal, oui, de connaissances qu'elles avaient par rapport à la nourriture. Voilà, donc aussi quand il s'agissait d'organiser des ateliers de proximité par rapport à des recettes, des cosmétiques faits soi-même. Pareillement, elle venait avec tout un arsenal de savoirs, d'ingrédients qu'elles amenaient elles-mêmes avec elles, en fait, sur place. Donc, pour faire tout un laboratoire démiurgique des recettes avec la composition de ces ingrédients. Voilà, donc c'était très créatif, tout ça. Voilà, c'était que Et, féminisme. et si je comprends bien, quelque chose, c'est de très charnel, c'est-à-dire le lien aux ingrédients pour la cuisine, le lien à son corps à travers des produits comme ça Oui, renvoie dans l'écoféminisme à quelque chose de retrouver son corps, de retrouver son lien charnel, et en retrouvant son corps, on retrouve la terre également, et oui. réciproquement, puisque c'est lié. Hein. Oui, oui.
Oui, c'était ça. Rien que, figurez-vous, l'attachement pour des savoir-faire qu'elles considéraient comme partie inhérente de leur vie quotidienne, ou Ouais, presque la cueillette, en fait. ouais, Voilà, la cueillette végétale, des herbes, des proximités. Voilà, donc on avait la chance d'avoir autour d'une des associations en particulier, parce que j'avais travaillé en deux associations, donc, l'une d'entre elles, qui s'appelle Bricologie, possède donc à ses alentours donc une très grande étendue jardinée. Et donc, surtout dans les saisons, enfin, dans la saison du printemps et même en été, donc les femmes se servaient de ces ressources vraiment très locales, donc des herbes, donc qu'elles cueillaient sur place, des fleurs, des pétales des roses, des rosiers aux alentours, de la ciboulette, etc. Du coup, elles les ramenaient directement à l'atelier pour en faire quelque chose, en fait, notamment au niveau culinaire. Donc, la dimension de la cuisine était très importante, très consubstantielle voilà, à tout ouais. cela. Alors, c'est ce qui peut surprendre d'ailleurs entre l'écoféminisme et le féminisme. Le féminisme, je ne sais pas jusqu'à quel point il se préoccupe de la cuisine, mais là, dans l'écoféminisme, on voit que il est question de cette ressource terrestre, il est question de se remettre en lien avec ça, hein, et que une femme ne doit pas s'exclure de ce domaine de la cuisine, entre guillemets, sous Mm, prétexte du féminisme. Hein, là, il mm, y a déjà une différence, je trouve, hein, puisque c'est mm. pour faire un retour vers ça. Pas Sur la qu'on période, retourne à la terre et aux produits. comment la En tant que relation? femme écoféministe, il y a ce mouvement de on retourne à la terre, aux produits de la terre, Oui, et on s'en distancie pas parce qu'on est féministe et qu'on a été aliéné à ça pendant longtemps. Hein, là, je trouve qu'il y a un retour à la terre, là. À oui, la oui. terre. Effectivement, c'était. Alors, je pense que les termes sacrés Oui, est sorti, ressurgi plus fréquemment qu'écoféminisme. Et donc, ceci aussi, c'était significatif de la valeur qui est attachée à une dimension sacrée en termes de, comment dire, de cycle, des cycles de vie, de quelque sorte, que dans mes interlocutrices, donc, ces femmes se sentaient part, du coup, et comment dire, responsables ouais, de le remettre en circuit. Donc, concrètement, advenait à travers le compostage. Donc, entre autres, les, on s'est préoccupé d'aller faire visiter, par exemple, aux gens qui venaient à l'association Les Composteurs de Proximité. Donc, on pratiquait des sessions de compostage nous-mêmes à des moments donnés. Voilà, d'ailleurs, moi aussi, en tant que profane, surtout au tout début, il a fallu qu'on m'explique comment ça fonctionne. Donc, ouais. voilà, donc c'est cette dimension, comment dire, d'un lien indéfectible entre l'homme et la terre, c'est voyé dans des mini-gestes de ce type, même les jardinages. Voilà, donc on profitait des belles saisons pour faire, pour entretenir des parcelles des jardins partagés de proximité aussi. Donc, il y avait pas mal d'actions comme ça. Il Mm. me semble que le terme de sacré est très, très important pour définir l'écoféminisme. Hein, c'est la question, parce il y a quelque chose comme ça de très spirituel. Mm. Pas forcément, pas nécessairement religieux, hein, ce qui est un peu différent, mais en tout Mm. cas, un rapport très spirituel à la nature. Dans une analogie, la Terre est un corps vivant, comme les femmes Mm. produisent aussi, et dont on doit prendre soin, et Mm. d'une certaine manière qui est sacrée. Je veux dire, c'est à l'opposé de l'agriculture où on utilise le sol comme un substrat quelconque. Là, Mm. sur une autre démarche qui est complètement spirituelle dans Mm. l'écoféminisme. Oui, alors, disons que
voilà, donc comment je pourrais expliquer, mieux situer cette idée du sacré? Non pas, comme vous dites, selon votre idée, dans une image, dans une perspective religieuse, mais dans un lien un peu, pas complexe, mais sûrement dense et riche entre quotidienneté et spiritualité, donc dans ces rapports intimes entre l'environnement et le quotidien. Donc, je pense que plutôt que parler de religiosité en termes comment dire, Peu de structure pyramidale et sociale, quoi. voilà, par À ce exemple. registre. Voilà, c'était un sacré très au cœur de la vie ordinaire, en fait. Oui. Mais toujours est-il qu'on peut parler des sacrés, ne serait-ce que si on pense à l'attachement, à la dévotion par laquelle les personnes pratiquaient ces rituels, en fait. Même si moi, je n'étais pas dans ces collectifs au quotidien, mais constamment, il y avait les mêmes pratiques, comme je vous disais, au niveau circulaire. On va cuisiner, on va soigneusement déposer les restes biodégradables sur un seau amené après au compost. Ensuite, on peut repartir cuisiner. Vous voyez, il y a cette idée du cycle qui relie l'être social de la communauté, d'appartenance à la nature terrestre locale. Donc, Oui, oui. Il y a ce cycle, et en même temps, il y a cette idée de rite hein, que vous avez utilisé, terme que vous avez beaucoup utilisé. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression il y a quelque chose qui est ritualisé, donc qui est sacralisé. Hein. On ne fait pas une mayonnaise comme ça. Il y a quelque chose là, de très particulier hmm, ce rapport à la nature, aux produits, à ce dont on se nourrit. Hein. oui, oui. Mais alors, oui, allez-y. Oui, les rites, j'utiliserais plutôt le terme de rituel qui est plus adapté de parler d'un rapport quotidien. Bah, oui, les rituels se voyaient dans beaucoup de gestes ordinaires, hein, donc même effectivement dans les procédés culinaires, voilà, dans la préparation. Donc, il fallait quand même être précis, respecter des étapes des préparations, des cuissons, et même parce que les rituels engagent aussi des codes sociaux, des codes de la relation, il y avait aussi une certaine part d'exigence de respect dans les comportements de la prise en compte de la collectivité. Voilà, donc comment je pourrais dire, le fait de savoir se comporter, en fait, Oui. avec les autres, pour ne pas briser, pour ne pas mettre en péril la convenance communautaire. Voilà. C'est ce que ouais, j'avais ça en tête, hein, c'est-à-dire en quoi un rituel finalement sert à distinguer ceux qui le connaissent de ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire Mm, ceux qui sont à l'intérieur de ceux qui sont à l'extérieur. C'est comme mhm, s'il y avait, à travers un rituel, finalement, un rite de passage. Hein. On en fait partie ou pas. mm, On en fait partie le jour où on a compris et on respecte le rituel. Hein, c'est oui. pour ça que je parlais de spiritualité. Hein. Mhm, Hein, c'est-à-dire il y a cette démarche-là. mm, mm, Mais mm, alors, du coup, il y a un truc quand même qui m'intrigue, c'est que c'était des femmes. mhm, D'accord. Euh, mais enfin, pourquoi pas les hommes? Enfin, ils peuvent aussi cueillir, respecter la nature, etc. Parce que là, du coup, ça donne un caractère un petit peu de prêtresse, hein, qui font communauté, qui ont leur mm, rituel. mhm, Et alors, on entend bien ce rapport à la nature, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu régressif, archaïque, du mhm. retour aux prêtresses, du temple de Cybèle, etc. Enfin, voilà, ça nous renvoie à des choses très, très vieilles, ça. Et je crois qu'il y a un lien quand même entre l'écoféminisme et, et, euh, et des pratiques ancestrales. Mm. Euh, des pratiques ancestrales. Euh, je saurais pas vous dire de manière approfondie en termes d'ancestralité. Alors, ça dépend du point de vue d'où vous entendez la question.
Mais si vous avez en tête la question, je ne sais pas, des sorcières, Ouais. peut-être, on sait bien que la sorcellerie, c'est un phénomène féminin ancestral. Euh, disons que si on l'entend dans ce sens, je serais un peu prudent de parler d'un renouveau de la sorcellerie dans ces cas contemporains. Ouais. Euh, comment vous dire? Il y a eu des nuances que j'observais, que je vivais dans le terrain, qui me laissent penser que les femmes, ce n'était pas que ces femmes voulaient à tout prix se poser, comment dire, en rivalité contre les hommes, déjouer une autorité masculine à tout prix. Certes, il y avait cette représentation, c'est certain. Voilà. Sinon, on ne parlerait pas d'écoféminisme, mais pas de manière aussi marquée comme l'étaient les sorcières du 16e ou 17e Ouais. siècle, par exemple. Je vous dis ça parce que en fait, en évoluant avec ces groupes, on s'est rendu compte que les hommes étaient inclus, en fait. Ouais. Il n'y avait pas de mal à parler des hommes. Et c'était plutôt... en même temps, on voyait bien que le groupe de ces femmes, qui d'ailleurs se connaissaient depuis beaucoup de temps, étaient soudées et comment dire, elles auraient été gênées à voir près d'elles une présence masculine constante, Ouais. euh, même si, on pouvait tolérer, et d'ailleurs c'est ce qu'on cherchait, une aide de la part d'une présence masculine occasionnelle dans les activités. Mais voilà, donc tout ça nous ramène, je pense, loin d'un discours ancestral pour ce qui concerne le pouvoir de contre-domination de la sorcellerie, parce que il y avait cette exigence de compter sur les hommes ou du fait de faire évoluer les choses, les dynamiques de ces micro-politiques locales au niveau plus large. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres sens à donner à votre vision de l'ancestralité. Oui, sans parler de bien et de mal, on peut entendre, de mon point de vue, que les sorcières euh, étaient en relation avec l'invisible. Mhm. J'allais dire comme les prêtres, entre guillemets, ou comme le pape. Mais l'Église a mis un copyright sur l'invisible en disant l'invisible, il n'y a que nous qui le voyons et celles qui le voient sont à brûler. Il me semble qu'à travers cette question du rapport à la nature, ces femmes-là retrouvent quelque chose de la sorcière, et d'ailleurs c'est un terme qui circule dans l'écoféminisme, au sens où ces femmes veulent se réapproprier le monde invisible que les hommes, via la religion catholique notamment, mais pas seulement, hein, Mhm. avaient capté à leur bénéfice. Mhm. Voilà. Et il me semble que dans ce rapport à la Terre, elles viennent dire, ce monde invisible, on va se le réapproprier. Oui, oui, oui. On va chercher aussi à les rendre visibles, Oui, à les valoriser par la mise en visibilité à travers le soutien des politiques publiques, donc des partenaires institutionnels et urbains de l'association. Mais ça, c'est notre discours. Ça va ramener le récit, l'analyse à un niveau plus grand. Mais oui, je vous rejoins sur cette mise en valeur. Des pratiques qui sont restées longtemps invisibles, ça c'est sûr. Il y a tous les auteurs de l'anthropologie du sexe et du genre qui insistent sur ces dualismes historiques, en fait, entre la condition de domination des hommes et celle de soumission des femmes. Donc, les liens qu'on peut faire
à ce pouvoir ancestral de la condition de la femme, c'est effectivement la réappropriation de cette visibilité qui se manifeste par tous ces actes Ouais. de transformation des produits locaux, vivre avec la terre en autre chose. Et oui, elle est rendre visible par les soucis d'éducation aussi. Mm. Voilà. Comme on parle de développement durable, voilà, il y avait ces besoins, ces désirs de faire, d'agir comme ça, et aussi pour montrer en même temps à des gens, on va dire, entre guillemets, profanes, de quoi il s'agissait, de faire la cuisine de cette manière, avec des produits de récup, voilà, comment procéder pour le composter, etc. Donc, c'est cette dimension de réappropriation qui confère du pouvoir Oui, au groupe, voilà. voilà, un pouvoir dont elles peuvent dire on a été privé de cette Oui, inventivité-là, de cette capacité, oui. de cette puissance. Hein, c'est un terme qui est beaucoup employé aujourd'hui pour parler des femmes, hein, femmes puissantes, Mm. dans cette capacité-là, elles aussi, à être en rapport avec l'invisible et à tenir un discours. Oui. Hein. Et je crois que ça, Oui. c'est très, très important, cette Mm. revendication de on est capable de tenir un discours. Mais ces femmes-là, vous me disiez qu'elles ne tenaient pas un discours théorique, en revanche. Elles tenaient Euh, un discours mm, pratique sur tout est lié, sur la mm. dimension sacrée, etc. Mais il y a quelque chose de mise à distance de la théorie, là. Voilà, Oufi, ça c'est une donnée flagrante et comment dire, il n'y avait pas la représentation de l'abstrait. En fait, voilà, il n'y Ah, avait pas l'idée de faire abstraction de ce qu'on faisait. Voilà, donc ce oui, qu'on faisait pour elles, c'était suffisant. oui, Pour leur donner, donner de la valeur à ces actes. Donc voilà, il n'y avait pas besoin du tout d'en faire une conférence dessus, d'arriver à comment dire, à des explications sous-jacentes. Vous voyez? oui, oui. Et comme si la théorie, finalement, pouvait être dans l'histoire un truc d'homme et un outil, une méthode pour prendre le pouvoir. Mhm. Hein, comme s'il y avait une méfiance à cet endroit-là. On fait. Alors, ici, oui, aussi, oui, on va toucher donc, ces domaines de la science, qui activent une histoire de monopole scientifique de la part de l'homme. Et je pense que oui, qu'il y avait peut-être pas de manière manifeste à leurs yeux, mais cet enjeu-là, il était peut-être de façon inconsciente, mais effectivement, leur pouvoir qui, de quelque sorte, euh, voulait vous contrecarrer la dimension de la science euh, trop élevée, trop au-delà du sensible, voilà, trop séparée du cœur de l'action elle-même. Oui, Oui, je pense il y avait cette affaire-là aussi en jeu. Oui. oui. Il y a des femmes qui vont loin. Je pense à Sandrine Rousseau, hein, qui dit que la raison, hein, c'est un truc d'homme blanc et qui nous a planté entre guillemets et qu'il faut revenir à des choses un peu plus sensibles. Mhm. Là, on est sur ce sujet-là. Et il y a des féministes. Alors, c'est là, il y a peut-être une différence importante entre certaines féministes et les écoféministes, qui Mhm. tolèrent finalement des théories même contradictoires entre elles, puisque c'est d'abord une pratique, là où les féministes Mhm. Mhm. théorisent beaucoup, Oui, et alors, oui. s'occupent de prendre la parole, s'occupent Euh, d'être du côté de la raison, du discours théorique, etc. Oui, alors les féministes donc, vont dire que la rationalité en fait, leur sert pour s'extraire de la dimension naturelle à laquelle elles auraient été longtemps confinées. Et donc, pour se faire valoir en politique, c'est ce qui renvoie au féminisme d'État dès les années 60, avec une dimension forte militante en termes de politique, voilà, de politique institutionnelle, dans le domaine juridique. Et voilà,
disons que les malentendus entre écoféministes et féministes se jouent sur cette dimension du rationalisme. C'est-à-dire que les féministes vont reprocher aux écoféministes d'être trop ancrés à la nature, voilà, à cette dimension de l'écologie, voilà, donc du rôle de la réactivation à leurs yeux du rôle traditionnel de la femme par rapport à la nature. Et, mais les malentendus résident dans le fait que, en réalité, les écoféministes, dans leur dimension profonde, veulent, et là on rejoint les idées posées tout à l'heure, elles veulent se réapproprier la nature pour en faire autre chose. Donc voilà, pour se rendre autonome, donc se rendre des personnes de pouvoir à partir de l'acceptation d'une dimension naturelle qui est consubstantielle à leur être, voilà, et pour les faire devenir autre chose à travers la culture qu'elles injectent, donc la façon de programmer des activités, donc l'inventivité, l'intelligence programmatrice d'invention dans les recettes, par exemple, dans les ateliers, vous voyez. Mm. Donc, et d'ailleurs, un autre point de différence à rappeler entre les féministes et les écoféminismes, c'est que euh, euh, les féministes pensent, comment dire, que peuvent penser que la question, l'intérêt pour la nature, c'est juste une prérogative des femmes, alors que pour les écoféministes, tout est relié. Donc, voilà, donc les écoféministes raisonnent en termes holistes, c'est-à-dire on veut regrouper tout le monde dans les mêmes combats, dans les mêmes objectifs, et alors qu'il s'avère que ce sont plutôt les féministes, en pensant cela, qui sont peut-être plus, on va dire, moins ouvertes d'esprit, sans en faire une critique, Mm. mais c'est pour souligner la différence des mentalités entre les deux partisans. Alors, où on peut buter là, dans la compréhension de ce mouvement écoféministe, hein, c'est en termes d'action et de solution. J'entends, quand on dit tout est lié, Mm. et si on veut soigner la Terre, si on veut soigner les problèmes écologiques, donc il faut aussi libérer les femmes, entre guillemets. Le patriarcat, c'est quelque chose qui a tout colonisé, les femmes et la Terre. Et donc il faut libérer les femmes, c'est libérer la Terre. Et libérer la Terre, c'est libérer les femmes. Il y a quelque chose qui doit être lié. Et en Mm. termes d'action, c'est difficile à percevoir. Pour moi, hein, j'ai du mal à percevoir Mhm. ce lien politique, entre guillemets, entre la libération des femmes et la libération écologique de la Terre. Mm. Vous le voyez difficilement parce que vous n'avez pas d'exemple concret qui vous montre l'histoire d'accord. Bah, en fait, il y a des exemples de mouvements qui ont abouti à des revendications. Alors, c'est l'héritage historique de l'écoféminisme n'a pas été une matière, donc un pilier portant comment dire, de mon approche de l'écoféminisme, mais il y a des preuves que nous montre l'histoire dans de nombreux endroits de la planète, donc des mouvements écoféministes qui ont réussi à acquérir des droits. Au Maroc, par exemple, il y a eu des femmes après une lutte de nombreuses années, me semble-t-il, ont réussi à obtenir des privilèges par rapport à l'accès à la terre, à la propriété foncière par rapport aux hommes. Donc, il y a le mouvement des Green Belt au Kenya, me semble-t-il, qui est connu. Ensuite, en Asie aussi,
Euh, Bref, il y a eu des faits Ouais, dans l'histoire qui ont montré quand même la, la, euh, la valeur politique Mm. voilà, qu'ont pris en fait, les groupes pour mener leurs actions en ressemblant des partisans en fait, qui ressentaient la même chose, voilà, pour mener à quelque chose de concret. Ouais. Euh, voilà, donc il y a eu de même des femmes, oui, des femmes très importantes, en fait, des personnes qui se sont distinctes dans l'histoire de l'écoféminisme. Vandana Shiva, par exemple, ben, c'est vrai qu'il y en a pas mal des femmes de lettres ou qui ont fait des études supérieures, qui sont sociologues, par exemple. Voilà, donc des philosophes. On a Françoise de Bonne heureusement que c'était une femme, inventé les mots d'écoféminisme. Voilà, donc d'ailleurs, c'est grâce aux apports de ces femmes que j'ai pu comprendre mieux l'écoféminisme et de me les réapproprier et de le réinsérer dans ce que j'ai vécu dans le terrain. Voilà, donc les exemples sont nombreux. Nombreux, oui. Alors, ce qui est important de dire, c'est que l'écoféminisme, c'est pas le mariage récent du féminisme et de l'écologie. L'écoféminisme, il a plus de 40 ans. Mm. Il a plus de 40 ans, des théories contradictoires, des pratiques aussi, mais c'est pas un mouvement récent. Hein, c'est pas le dernier truc qui vient de sortir à la mode, où quand on est féministe, on se dit écologiste, et du coup, on devient écoféministe. Hein. C'est un truc qui est ancien. Mhm. Euh, oui, alors, on pourrait dire l'écoféminisme n'est pas né avec l'apparition de son terme, Oui, de quelque façon. Oui, après, oui, toujours pour revenir au phénomène des sorcières, donc c'est une, oui, de quelque façon, c'est une dynamique euh, profondément historique au sens de ces leitmotifs de la lutte contre la domination masculine qui n'a pas existé à partir de l'apparition du féminisme dès les années 60. Mais bien sûr, comme nous l'a dit Simone de Beauvoir, c'est beaucoup plus ancien et complexe que ça. Donc voilà, donc il suffit de penser donc, au rôle des sorcières dans la, euh, dans cette lutte contre la dimension du rationalisme qui prenait plein essor dans la civilisation occidentale et dont un des représentants plus connus, c'est Francis Bacon, voilà. Donc, oui, entre autres, un des premiers, me semble-t-il, qui avançait cette idée que le rationalisme pouvait en même temps connaître les secrets de la nature pour mener à bien la démarche scientifique et en même temps pouvoir dominer la femme qui était intimement reliée à cette nature passive et à conquérir. Voilà, sûrement les sorcières ont mené, savaient comment mener leur lutte, quelle cible visaient, même si donc, elles ont été sûrement victimes de cette domination institutionnelle historique de l'homme. Et voilà, et je pense aujourd'hui il y a sans doute eu des progrès dans comment dire, dans le rôle social et politique celle qu'on pourrait appeler une sorcellerie moderne. Ce n'est pas un domaine ouais. de ma véritable expertise, mais euh, je pense que c'est quand même, bien sûr, très différent aujourd'hui. Les rôles de ces phénomènes dans la société contemporaine que ce qu'il était dans le passé. Ouais. Voilà. Donc,
On ne va pas dire que les rôles se sont inversés, mais il y a quand même une reconnaissance, sans doute. Euh, voilà, donc, au niveau du féminisme encore, au niveau de l'écoféminisme, on peut faire quand même une distinction. L'écoféminisme, par rapport au féminisme, je pense qu'il est moins connu. Mais quand même, dans la pratique, on voit, et c'est que j'ai observé dans mon terrain, que les femmes avaient quand même leur place, elles pouvaient avoir cette liberté de se réunir, de faire ce qu'elles voulaient, avoir leur temps, de mener bien leurs projets éco-solidaires. Donc, voilà, on voit que s'il y a jamais si on peut jamais parler des sorcelleries de nos jours, il s'agit pas, je pense, de cette lutte depuis le bas hein, de la société, depuis l'obscurité contre la lumière fulgurante du pouvoir masculin. Voilà. Donc, je pense il y a plus il y a plus de lien entre les gens dans la société civile. Il y a plus de coopération, voilà. Oui, Il y a plus de solidarité mutuelle entre les femmes et les hommes dans certains secteurs de la société et de la vie métropolitaine. Voilà, comme je vous disais, la présence masculine n'était pas inopportune. mm, Donc, au contraire, certes, toujours était-il que moi, pour parler même un peu de moi, en lien avec les groupes, j'ai dû m'adapter. Voilà, j'ai dû faire preuve de beaucoup de tact, d'esprit d'adaptation pour pouvoir gagner ma place au sein mhm. du groupe. Et c'est cet fait-là euh, qui montre en fait, que ce n'était pas moi qui était à être la présence dominante Oui, voilà, pour les groupes, mais c'était plutôt mes collègues, on va dire. oui, oui, oui. Oui, parce que la question reste la question de la domination contre laquelle elle lutte, entre guillemets, au profit du lien, hein, au profit de la coopération, Mm, la nature notamment. Hein. mm, Il me semble hein, qu'il y a cette lutte-là, comme si on disait les hommes sont systématiquement, naturellement dans la domination, mm. et donc dans le captage à leur profit à la fois du discours et de Mm. l'invisible, là où elles vont dire il faut du lien d'égal à égal. C'est pour Oui, ça que je crois qu'elles tolèrent facilement des théories qui s'opposent, entre guillemets, que c'est pas une difficulté pour elles d'avoir dans des groupes des théories différentes, l'important étant de rester liés oui, oui, avec notamment la terre et avec une pratique, avec ce qu'on a appelé tout à l'heure des rituels. Hein. oui. Oui, alors il y a une autre expression que j'ai retenue, euh, qui me semble intéressant de dire, c'est la sororité écologique. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. C'est une auteure qui s'appelle Pascal Derme qui l'a reprise. Donc, ça va dans le même sens que les discours de l'écoféminisme. Donc, l'effet de privilégier la fluidité au cadre, les liens horizontaux plutôt que les liens verticaux, vous voyez, donc plutôt que la Voilà. question de la hiérarchie. Et donc, d'où la place des hommes au même titre que le groupe féminin. Et voilà, donc, voilà, il y a eu des situations agréables dont je me souviens par rapport à donc à la place d'hommes des quartiers, par exemple, quand il venait, même comme ça, juste pour s'informer des projets de l'association, surtout d'une des associations où j'ai milité, où j'étais militant les plus fréquemment. Donc, il y avait des hommes qui venaient, même juste pour assister un moment à la préparation des ateliers. Mais il y avait quand même des échanges très conviviaux. Il y avait toujours cet esprit de familiarité. Et on savait que les hommes, comme tout autre, même les jeunes, même les petits, auraient été bien accueillis. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc,
Voilà. Et la dimension, vous voyez, la dimension de la transgression par rapport au pouvoir masculin, ça s'est joué en termes de transgression, mais très, comment dire, très bénigne, on va dire. Oui, Voilà. Donc, c'est que certains auteurs appelleraient des ruses, voilà, donc oui, des formes de, comment dire, de, comment on pourrait appeler ça, oui, de taquinerie, euh, de vision du pouvoir en termes de fanfare, vous voyez, hum, de, hum, ridiculisation, si on peut, oui, si on peut parler en ces termes, du pouvoir, mais au sens beaucoup plus symbolique que oui, factuel, parce que voilà, donc je vous dis, là les hommes étaient bien tolérés, voilà, à condition qu'ils ils ne se montrent pas évidemment imposants, voilà, dans la conduite d'un projet comme un atelier de cuisine. Voilà. Ou alors qu'ils n'arrivent pas avec l'intention de cuisiner de la viande, par exemple. d'accord, d'accord, je Voilà. comprends. Cette question de la viande, des types d'aliments, est très intéressante parce que Oui, donc, vous êtes psychologue, donc peut-être vous connaissez les archétypes des genres associés aux aliments. Voilà. Donc, il y a Françoise comment elle s'appelle, à part Pierre Bourdieu, donc le fameux sociologue qui a écrit un livre d'ailleurs dans la domination masculine, Françoise Héritier, donc une fameuse anthropologue qui a repris ces dualismes en fait, des antonymes en les recalant au niveau de la différence des genres, donc comme quoi les aliments carnés auraient des caractéristiques plus masculines, voilà, ou même les types de cuisson, les cuissons rôties, qui seraient le à cru et le cuit, hein. qualité masculine, voilà, plutôt que les bouillies, à l'inverse. Bref, donc, vous voyez, les rapports au niveau du genre, c'est joué vraiment dans cette dimension symbolique, mais très, très ancré dans le matériel. Oui, oui. Donc, oui. Voilà. Alors, Euh, c'est un mouvement qui se méfie des carnassiers, hein, visiblement. comment? C'est un mouvement qui se méfie des carnassiers. Hein, Oui, la viande notamment la viande oui, crue. oui. Allez, Alessandro, il reste une dizaine de minutes. Euh, sur quoi vous vouliez insister? Qu'est-ce que vous avez envie de nous communiquer de plus important pour vous? Alors, si vous n'avez pas de questions avec des thèmes préférentiels, moi, vous savez, pour rendre compréhensible ces discours de l'anthropologie, de ce terrain voilà, qui peut avoir une dimension un peu d'exotisme pour certains, peut-être qui ne connaissent pas bien en quoi s'agit-il et comment il faut faire en fait Hum, pour faire de la science. Moi, j'ai posé des réflexions il me semble capital de mobiliser parce que c'est de ces réflexions-là qu'on comprend au mieux les rapports entre hommes et femmes et comment l'écoféminisme, ce n'est pas une donne préexistante, mais c'est un rapport qui ne peut que se reproduire sans cesse dans l'ajustement des rapports à la fois entre sexes et entre genres. Voilà. Donc, moi, concrètement, en tant qu'homme, au début, j'avais des difficultés, je l'avoue, parce que tout n'était pas aussi harmonieux comme tel que je vous l'expliquais tout à l'heure. Au début, il y a eu des difficultés à m'adapter. Voilà. Donc, à la fois parce que peut-être je n'étais pas moi-même clair dans mes objectifs de recherche et aussi parce que, évidemment, enfin, évidemment pour moi, parce que j'ai vécu, j'étais dans une dimension presque quotidienne, la seule présence masculine, le seul garçon, en fait, au milieu de plans de femmes, voilà, dans les faits. Et même si on aurait bien sûr accepté d'autres hommes, les hommes ne venaient pas, voilà, oui, dans cette dimension très comment dire, régulière. ouais. Et donc, moi,
Moi, j'ai posé problème au début parce que ça s'est senti, ça s'est percevé, ça s'est voyé. Au début, les interlocutrices étaient distantes. Sûrement, elles s'est demandé qu'est-ce que je faisais là, voilà, vouloir venir tous les jours. Alors que, vous voyez, pour que la convenance soit respectée, donc pour que les rituels sociaux soient respectés, je ne devais pas avoir une présence invasive, donc Ouais, quitte à risquer de reproduire la fameuse domination ouais, masculine, dès lors que, d'autant plus que je n'étais pas un simple garçon, voilà, donc en apprentissage, je pouvais être un stagiaire qui avait tout à apprendre, je l'avoue, hein, de leur pratique, de leur manière de faire, mais j'étais aussi chercheur. et oui, Donc ça posait une problématique de plus. oui, Parce que même dans l'anthropologie, vous savez, l'anthropologie du sexe et du genre, c'était longtemps une affaire masculine. ouais, Donc voilà, pour revenir au discours de la science qu'on avait introduit tout à l'heure. Donc il fallait que je réfléchisse à tout ça, que je sache à chaque fois comment me comporter, comment jouer sur la pudeur, par exemple, sous le fait de ne pas poser des questions inappropriées, de ne pas vouloir me présenter, venir sur place et poser des questionnaires, ouais, voilà, de manière de, oui, de spécialistes des sondages, de certains sociologues qui raisonnent juste en termes de recherche quantitative, vous voyez. Donc, il me semble intéressant de rappeler que la construction d'un terrain qui n'a pas été simple. hum, Voilà. Donc, ouais, pour vous dire, il a fallu que je gagne le respect, la considération des femmes pour qu'elles me disent en retour de mon sens du respect, des choses à partir desquelles j'aurais compris l'écoféminisme, comme voilà, la dimension que tout est relié, ouais, voilà, ou alors le fait donc les buts idéal que les gens s'est posé, de faire démontrer euh, au plus possible d'habitants du quartier une consommation écologique peu habituelle, peut-être pour les gens du territoire. ouais, Voilà, donc pour vraiment cet idéal de transformer tout l'habitat autour. Voilà, donc dans une empreinte plus écologique. Et voilà, donc tout cela, je n'aurais jamais, je pense, compris dès le début, mais il a fallu justement le temps long du terrain. Voilà. ouais. Voilà, donc c'est la Et dimension. alors, du coup, vous avez perçu, à travers cette relation, ce qu'il pouvait y avoir de dominant, de dominateur dans votre attitude inconsciemment, que vous auriez inconsciemment parce que vous êtes un homme et un homme blanc, occidental. Est-ce que Mhm. vous avez détecté là des choses qui vous ont changé finalement? Par rapport à cette perception qu'avait au départ, Oui, alors, si on a juste encore quelques minutes, j'ai quelques anecdotes à vous dire là-dessus parce que c'est vraiment, il y a vraiment une dimension un peu marrante. Pour vous dire, à un moment donné, on faisait un atelier culinaire et comment dire, j'avais pris trop de liberté en fait. Au lieu que de commencer à couper, à trancher des fruits et légumes, voilà, pour en faire des salades ou alors pour des cakes, ouais, euh, j'avais posé des questions personnelles à certaines femmes qui avaient évidemment perturbé quelqu'un, au point c'est qu'une femme m'a venu à un moment donné, elle m'a posé quoi, elle m'a dit t'as entendu ce que j'ai dit? Voilà, une manière de faire, avec une expression, avec un ton un peu acide. ouais, Euh, voilà, donc c'est de cela que j'avais compris que j'allais briser un peu les codes et qu'il fallait que je me mette au travail, par exemple, que j'arrête de poser des questions sans travailler, donc sans participer. Voilà, donc que je m'intègre dans les groupes, que je fasse un peu comme tout le monde, en fait. ouais. C'est Donc, normal. voilà, des choses comme ça. Et à l'inverse, quand à la fin d'une journée des sessions culinaires, par exemple,
quand mes partenaires avaient vu ce que j'avais fait, donc ça pouvait être par exemple la préparation d'un sirop pour la toux. Donc c'était très particulier pour moi parce que je découvrais qu'il peut y avoir des sirops avec des effets thérapeutiques qui ne viennent pas de la biomédecine, vous voyez. Donc, Ouais, je me retrouvais à couper du radis noir et à mettre du sucre pour en faire un sirop voilà, très artisanal, ouais, ouais, euh, ouais. écologique dans ce sens. Et du coup, bah, à la fin, les femmes m'avaient dit Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait, ces petits? Voilà. Donc, ils voulaient me rendre Ouais, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un mot important, me semble-t-il, bah, pour ce que j'avais fait pour ma contribution. Donc, voilà. d'accord. Bien. Et bon. Merci Alessandro. Merci à vous pour m'avoir donné cette chance bah, j'espère que ça va plaire Oui, au public, à n'importe quel type de public. oui. Voilà, parce que je pense que l'atout de ces genres de témoignages, pardon, c'est valoriser certes l'apport théorique, mais pas que. Oui, oui. Et je crois que c'est important parce que il y a quelque chose là de nouveau, en tout cas, qui est perçu dans les campagnes. C'est-à-dire il y a des luttes, hein, vous l'avez dit, hein, il y a eu beaucoup de luttes depuis très longtemps, mais entre guillemets qui n'étaient pas arrivées jusqu'à nous. Et Mm. peut-être qu'il y a des femmes qui sont écoféministes sans le savoir. Et à travers votre discours, j'entends qu'ici, dans les environs, il y a des écoféministes qui ne savent pas qu'elles le sont. Voilà, mais qu'ils le sont. Et je trouve que c'est intéressant qu'on mette ce mot. Et en même temps, comme vous l'avez dit, on peut s'en dégager. C'est-à-dire qu'on peut l'être, mais on n'est pas obligé de ramener la théorie qui va avec. Hein, Mhm. c'est une façon d'être au monde, finalement, qui n'est pas si nouvelle que ça. Mm. Et voilà. Bon, nous, enfin, moi, personnellement, j'ai tendance à théoriser les choses, mais c'est intéressant de penser que on peut faire tout ça sans ramener sans ramener la théorie, hein, même si elle est sous-jacente, hein, qu'elle circule sans se nommer, qu'elle circule quand même à travers les ateliers, à travers des discours, à travers des interactions. Hein. Voilà. Mhm. Ah oui, certainement. La théorie, après, a toute son utilité. Après, si elle sert à la réalité bah, sensible pour après pouvoir accompagner les buts dans le sens politique, vouer à un changement, par exemple. Donc, je pense que la théorie, évidemment, a toute sa place, a tout son pouvoir là-dedans. Si elle est vraiment ancré dans l'empirique, donc, et sert pour prendre du recul du domaine empirique pour mieux le comprendre. Voilà, et pour pouvoir mieux agir en cause pour les buts que se proposent les gens, voilà, d'un groupe. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va faire émerger les écoféministes qui vont venir un peu nous déranger, hein, dans notre rond là, qui vont venir un petit peu nous bouger dans nos pratiques et nous obliger à réfléchir à notre rapport à la nature, aux femmes, à ce lien que vous avez évoqué. Je vous remercie, Alessandro. Je Merci coupe encore à vous. l'enregistrement. Au revoir.